Bonsoir à toutes, bonsoir et bonjour, ou oui, bonsoir, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode. Salut salut les cocos, salut les meufs, salut les gars, un petit kawa pour toi, c'est parti. On fait ce qu'on peut, on enregistre, il est 22h, on est fatigué. Donc, on revient d'Écosse, tout va bien. Exactement. Donc, on lance le générique puis on verra. Allez, générique, rien à battre. Donc on revient après ce magnifique générique et on va parler aujourd'hui de comics imposés. Chers amis, avec un Alors, comics imposés. Alors, il y en a deux. Il y en a un qu'on a lu tous les trois. Oui. Et le deuxième, je ne veux pas faire le chieur, mais je ne l'ai pas lu parce que j'attends l'intégrale. Oui. Donc on te l'a imposé, mais t'es le chieur. Voilà. Enfin, c'est surtout que le thème de l'émission a été genre décidé il y a quelques heures et vous avez dit tiens, on va faire ça. Je dis, bah ouais, mais vu que je l'ai pas lu. Tu veux pas lire. Ouais, voilà, c'est tout. Pourquoi tu le dis à Tu veux pas lire. Putain, fais un effort. Donc on va parler de Sacrifice tome 2 et de Nice House by the Sea. C'est ça. Donc s'il vous plaît, no spoil pour Nice House. Tu as lu, juste là-dessus, tu as lu le 1 et 2 déjà? Oui, j'ai lu l'intégrale en noir et blanc paru chez Urban. Voilà, donc tu as le cycle 1 qui est OK. Exactement. OK. Eh ben on fera que du spoil. Voilà. Super. Commençons par Sacrifice. Sacrifice. Je te laisse le pitcher. Pitch des brioches pasquées. Pitch, oh putain. Rick Remender, Sacrifice, conseillé par Guillaume à Comptoir du Rêve, qui nous a dit beaucoup de bien. Et on avait été à 3 être d'accord. Me faites pas dire n'importe quoi. C'est vrai. Tous les trois, on avait trouvé gros ça. Gros coup de cœur pour ma part. Voilà. J'ai adoré le tome 1, sauf, maintenant que je le regarde avec du recul, la couverture. Très bizarre comme choix de couverture. Ça fait MapMonde. Ouais. Tout simplement. Mais j'allais dire que je préfère la couverture du premier au deuxième, du coup. Oh oui, mais toi. Ah bah oui, non, mais c'est sûr. Ah bah oui. C'est le dessous des cartes sur Arte, et puis à côté, t'as une... Non, mais le tome 1, ça fait un peu géopolitique, et puis c'est assez ancré dans la réalité. Oui, c'est bon. On va bientôt pouvoir inverser nos rôles, en fait. De quoi que ça cause, sans rentrer non plus en spoilant le 1 pour ceux qui n'auraient pas lu le 1, évidemment, nous sommes dans un monde où les différents dieux existent, pour faire simple, et régulièrement, pour maintenir une paix sur le monde des vivants du dessous, des sacrifices doivent être faits, des enfants sont emmenés pour être emmenés au paradis auprès de leur dieu. Il faut préciser juste, que les dieux, c'est les astres, genre le soleil, la lune, les planètes. Voilà. C'est ça, l'anus, tout ça. Donc, on va suivre cette mise en place, en fait, d'histoire et les confrontations et les rivalités qu'il peut y avoir entre les dieux, et notamment entre le dieu soleil et la déesse lune, qui sont monsieur et madame. Ils ont une fille, voilà, qui s'appelle Soluna, enfin, un truc comme ça, qui se retrouve, elle, être d'un côté lune, d'un côté soleil, donc c'est vraiment le mix entre les deux, et qui est en pleine crise d'adolescence aussi. Je rebondis juste sur un truc. Tu rebondis beaucoup ce soir, je trouve. Ouais. Je tiens à te le dire, tu rebondis beaucoup. Dans l'épisode précédent, on a reparlé de Spectographe, où tous les deux, vous n'avez pas aimé le début à cause du personnage, ce qu'il faisait avec son gamin en tout cas. Et ben là, Sacrifice, ça commence quand même de façon très violente aussi avec l'histoire du gamin. Oui. Ça vous a moins marqué? Oui. Ouais, c'est un pigeon. Alors que moi, justement, j'étais très... Je suis pigeon, moi-même. Très attristé. Bah oui, il a acheté du Star Wars. Quel rapport? Mais Benoît, un jour, je vais te voir en vrai, je vais te taper. Oui, après, voilà, les personnages, on va suivre notamment une famille de pigeons. Mais oui, c'est vrai en plus. Non, mais dit comme ça, c'est très con, mais humanisé, dont l'un des fils qui n'a pas de nom parce qu'il va être sacrifié, il n'a pas de prénom, il est juste pigeon. Et du coup, il va
On va le suivre puisque tout ne va pas se dérouler, vous l'imaginez, comme il se doit, et ça va un peu tous casser la gueule. On était resté sur ce cliffhanger à la fin du tome 1. C'est ça. Donc, ce qu'on comprend, c'est que dans chaque famille, il faut qu'il donne un enfant au sacrifice. Et donc, ils en font plusieurs en disant, bah, ce sera lui, et lui, il est tout de suite rejeté, mis de côté, pour pas qu'on s'y attache, parce qu'il va être sacrifié. C'est ça, je fais pareil, moi. Ouais. On va attendre la 3 en même temps, ça va. Ouais, c'est bien pour ça. Benoît et moi, on est dans la merde. Il va falloir qu'on en donne une, et puis c'est la seule qu'on a. Ça n'a pas l'air de trop te déranger là-haut, mais bon, pas grave. Elle aura vécu des bonnes années. Bah, voilà. Elle est partie en Écosse. Merde. Bon, et on s'est arrêté là-dessus, on avait trouvé ça très bien, sachant que le tome 1 était sorti il y a un petit moment déjà. Ouais, ça doit faire, je sais plus. Attends, on a bien bossé encore ce truc. Enfin, et c'est en grand format Urban. Oui, c'est les. Qui mettent les dessins de Max Fuimara en valeur. Ouais, c'est magnifique. C'est très beau. C'est très très beau. Je sais que tu l'as, Denis, mais du coup, comme j'étais en Écosse, je l'ai acheté en grand format, le issue 1 en noir et blanc. Et je me suis régalé. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça vaut le coup. Si je peux me permettre, la première remarque, le tarif, le tome 1 avait 6 chapitres et coûtait 21 €. Et il y avait un seul dessinateur, c'est le fameux Max Fuimara. Le tome 2, qui vient de sortir là, il n'a que 5 chapitres et coûte aussi 20 balles. Et il y a 2 dessinateurs différents. Ça m'a pas dérangé, ça. Ça m'a pas spécialement choqué, moi, pour le coup. Et ben moi, entre le tarif, le chapitre en moins et le dessinateur qui change, je me suis dit merde, ça démarre mal. Je suis parti avec un très mauvais a priori. Ouais. Je comprends. Ok. Bon, mais finalement, est-ce qu'on fait un petit speech quand même de ce qui se passe dans le 2 Rapidement, parce que sinon tu vas beaucoup spoiler, mais ouais. Bah, c'est la continuité et tout ce monde qui était organisé autour des dieux et des sacrifices qui s'écroule entre Pigeon qui va poursuivre sa vie, et Soluna qui est l'enfant, elle aussi, on va suivre ses pérégrinations. Elles sont toujours en train de fuir. En fait, ces deux vies. Elle va se mélanger avec les sacrifiés, ça c'est pas trop un spoil. Elle va être sur la planète et leurs histoires vont être liées. Mais ce tome-là fait vraiment, je trouve, beaucoup plus transition encore que le tome 1. Alors, il est très différent du premier. Complètement. J'ai été un peu surpris en lisant. Je me suis dit, putain, mais si je lis plus le même truc, même si c'est la continuité, je me suis dit, tiens, c'est différent, mais pas mauvais, hein, mais différent. Il n'y a plus d'introduction, on est en plein dans l'action. Je suis bon, direct. Les personnages, on sait qui c'est la continuité, il y a plein d'actions. Ça donne envie de lire la suite et c'est trop court parce qu'il n'y a que 5 chapitres. À peine ça commence, il y a plein d'actions, ça devient haletant et à suivre. Putain. J'ai trouvé qu'il y a un côté Game of Thrones en fait, moi, dans ce bouquin-là, dans cet tome 2-là, où on avait des confrontations entre les dieux, ou entre les dieux, avec des héros qui vont... ça fait très Heroic Fantasy. Voilà, je trouvais que ce chapitre-là faisait beaucoup plus Heroic Fantasy que le premier. Ouais, et puis on découvre un peu le background de ces dieux, est-ce qu'ils sont vraiment des dieux ou pas. Donc il y a tout ce côté-là qui est assez intéressant à suivre. Et finalement, tu as ces deux parcours de vie entre la fille, la déesse et le pigeon, qui sont mais bon, ils sont radicalement différents, mais bon, on a quand même envie à un moment donné qu'ils se rencontrent et de voir la suite que ça va donner. Forcément, on sait que c'est sûrement l'idée du truc. Mais en tout cas, moi je continuerai. J'ai été surpris, mais agréablement surpris au final, parce que j'adore toujours autant, j'ai toujours autant envie de lire la suite. Ça paraît pas assez vite à mon goût et j'espère que le dessinateur principal va rester parce que je trouve qu'il fait énormément d'attrait au bouquin. C'est sublime. Rick Remender, c'est un grand scénariste, il n'y a pas de débat, mais putain, le dessin fait beaucoup. J'adore. Ouais. Mais du coup, j'ai même pas capté, j'ai pas fait gaffe si chacun des dessinateurs dessine pas sur un des personnages. Non. Coup, non, non, il a un chapitre entier, l'autre ou deux même. D'accord.
Ok. Bon, j'ai pas trop vu la différence. Ça m'a pas marqué en tout cas. Ça m'a pas choqué non plus de ouf. Ouais. Ah, non, ça peut Il y en a un qui est à moitié aveugle et l'autre qui est daltonien, mais je vous assure que c'est deux dessinateurs différents. Espérons juste que le tome 3... Ah oui, tu vois, il y a des exemples. C'est bien fait, ça. C'est vrai. Que le tome 3, on passe pas à 3 chapitres, quoi. C'est ça. Ouais. C'est cette question de tarif. Pourquoi... Alors, grosse question qu'il faudra qu'on pose à nouveau à François Hercouet. Pourquoi faire 6 chapitres dans le premier et 5? Est-ce que c'est la fin d'un run, d'un arc là, au niveau de l'histoire... C'est bizarre, hein. C'est plutôt en plein milieu, quoi. À moins que peut-être qu'ils veulent coller le plus possible à la sortie US et que du coup, ils publient que ce qu'ils ont. Mais non. Ouais, parce que si tu rajoutes... S'il y a du délai de sortie US, si sur le chapitre 6 du tome 2, il a 2 mois de retard, au niveau français, ça redécale d'autant plus. Et vu qu'il a déjà 1 an, le machin... Donc là, on a eu 6 premiers, ensuite 5. Donc on est à 11 chapitres. Je vais vous dire qu'est-ce qui est en ce moment aux États-Unis. Tu peux faire Ils sont déjà au tome A, ils sont au 12 seulement aux États-Unis. Et donc, voilà. Donc, oui, si c'est le tome 12, c'est... Oh, putain. Ils sont au tome 12 aux États-Unis. Mais alors, pourquoi pas attendre si effectivement c'est pour coller à la sortie américaine? Pourquoi ne pas décaler la sortie d'1 mois et avoir 6 chapitres? On posera la question. Ouais, moi, j'ai peur. Et en ce moment, c'est un peu... on peut en parler vite fait là, d'ailleurs. La politique de tarif chez Urban, j'ai peur qu'ils sont sortis que 5 chapitres pour faire, on fait 20 balles. Comme ça, c'est genre pas plus cher que ou le même tarif que le premier. S'ils avaient rajouté un chapitre, ça aurait peut-être été beaucoup plus cher. Ouais, on serait tombé à 25, un truc comme ça, ouais. Et là, c'est le problème de Fear Agent. Fear Agent qui a été annoncé maintenant à la base, ça devait être en format Urban. Et finalement, ils le sortent en paperback pour le même tarif, quoi. Ne pleure pas. Si, ça me fait pleurer parce que c'est souple, parce que c'est plus petit. Et ça va sortir en 3 paperbacks si mes calculs sont bons par rapport au nombre d'issues. T'en auras pour 90 balles. C'est extrêmement cher. Quand tu penses justement que c'est sorti à d'abord 79 ou 70 euros chez Aquileos, puis après ça a été justement mis à 40 pour vider les derniers tomes. C'est ça. Tu te retrouves à plus du double pour le même nombre de pages. Hein. Et oui, mais comme c'est pas réédité, que après voilà, c'est toujours le souci. Est-ce que ces histoires qui ont été déjà publiées plusieurs fois, on peut pas les avoir normalement moins cher? Le seul argument qui aurait été bien chez Urban justement pour faire différent des anciennes éditions aurait été le grand format Urban pour avoir des belles planches parce qu'au dessin il y a quand même Tony Moore, co-créateur de Walking Dead qui dessine vachement bien, et Jérôme Opona de comment il s'appelle sa super série chez Urban, Seven to Eternity. Ah oui, okay. Voilà, les dessins monstrueux, quoi. En grand format, ça aurait été magnifique. Et ça se retrouve en paperback, petit, souple, déception, quoi. Et ouais, les formats Urban, pour ça, ils sont intéressants, quoi. Mais même là, tu vois, j'ai acheté les Preacher, parce que je les avais pas en format normal. Comme ils sont sortis en nomade, je me suis dit, c'est l'occasion de les lire, parce que j'ai jamais lu la fin. Mais du coup, finalement, le premier volume est à 10 balles. Ouais, ça, en nomade. En 11 balles. En nomade à 11 balles. C'est cher pour du nomade. Du coup, ouais, je trouve... Bon, je les avais commandés, donc voilà. Mais je trouve ça cher. Pour du nomade, pour un truc qui a été multi-réédité. Ouais. Il faut que tu le lises avec une loupe. Non, ça va. Parce que c'est verbeux, Preacher. Hein. Oui. Par contre, ça faisait longtemps, très longtemps que j'avais pas eu le début. Là, je suis en train de le relire. Je comprends que ça soit compliqué à lire ça. Oh, le début, c'est une horreur. Les premiers, les premières pages, je l'ai jamais terminé. J'ai lu 2-3 chapitres, j'ai arrêté. Après, c'est bien, mais le début, faut se l'encaper quand même. Hein. Je comprends pourquoi la série télé était si merdique. Du coup, est-ce qu'on continue à être tous les trois d'accord et à continuer à recommander Sacrifice? Complètement. Oui. Allez-y. Oui, clairement. Clairement. Ah bah, il y avait
2 pages par truc. Ouais. Furema. Ouais. Non, Avec non, Ah, il peut pas avoir un nom simple, il peut pas s'appeler, je sais pas moi, Avec Gérard le pigeon. Pigeon. Petit pigeon. 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 Et Allez, donc, Nice House by the Sea. Baez aussi, donc sans faire de spoil pour monsieur Denis, et pour ceux qui n'auraient pas encore attaqué cette super série de James Tynion, je vous ai dit que je l'avais rencontré, et Est-ce qu'on Alvaro va donner Martinez envie Bueno. Est-ce qu'on va donner envie de lire cette série? Ah, est-ce qu'on n'est pas... Alors, de moi, ce que j'ai lu, en Oui, gars qui a même pas lu, première en plus, partie. des avis, c'est très très partagé. Il y a des gens qui disent ouais, c'est super cool. Il y en a qui disent mais c'est vraiment de la merde. Alors, c'est... Comment dire? Bon, Alors, déjà, de ce que moi je sais, c'est très différent du premier. C'est plus les mêmes persos. On se doute qu'il Non. va y avoir un lien, mais tu pars sur autre chose apparemment. Ouais, Oui, en c'est fait, une autre, on va dire, survivant. une autre maison. Exactement, voilà. C'est comme le Loft et la Star Academy, tu vois, t'es sur un autre, voilà. un autre endroit, quoi. Bientôt, il y aura les anges. J'espère qu'ils seront pas aussi cons. Mais voilà, donc c'est 2 salles, 2 ambiances. Là, on est plutôt sur un truc, un petit village de bord de mer, sympatoche, avec des ruelles, des bars. On retrouve, c'est plutôt des personnages qui sont un peu l'élite de la société, avec des acteurs, des politiciens, des médecins, un prêtre, je crois, il y a aussi. Des scientifiques. Mais ce que est censé être justement ces maisons test où la crème de la crème de l'humanité doit se retrouver. Et là, c'est le cas dans cette maison qu'on suit. En cas d'apocalypse ou juste comme ça, ils se retrouvent pour faire des partout? Non, alors ça, on sait pas ce qu'ils... Non, ils se connaissaient pas, pour le coup. En fait, on est vraiment sur l'opposé de ce qu'était le cycle 1, où dans la première partie de Nice House on the Lake, c'était une bande de copains qui étaient réunis par le Walter. personnage principal, Walter, merci. Là, dans cette maison-là, tu retrouves qu'ils ont été mis là en place par une certaine Max, et ça fait un peu plus d'1 an qu'ils sont dans cette maison. Ils représentent donc l'élite de l'humanité, donc ils ne sont pas du tout dans la même construction, ils ne se connaissaient pas, donc ça crée plutôt au contraire des tensions entre eux, puisqu'ils ne sont pas potes au départ, et ça fait 1 an qu'ils vivent en étant, pour eux, les derniers survivants de l'espèce humaine. Ça. Là où, et tu le vois venir, un jour, un énorme orage intervient, et des habitants de la maison sur le lac rentrent en contact avec un des personnages de la maison au bord de l'eau. Voilà, mais tu viens de me niquer le truc là. Non, on va pas. C'est vraiment une petite pute. C'est le pitch. C'est le pitch. C'est le speech. C'est le pitch. C'est ça le truc. Donc, et tu vas. Ok, et ben tu vois, j'allais dire, est-ce que Urban a bien fait d'appeler ça chapitre 3? Je crois que c'est parce qu'aux États-Unis, c'est pas chapitre 3. Hein. C'est cycle 2. Je pense que c'est cycle 2, ils ont appelé ça, je crois. Non? Moi, je crois qu'ils ont juste appelé ça Nice House by the Sea et c'est tout. Comprends. Là, c'est genre vraiment la suite du 2, c'est chapitre 3. On est vraiment dans le même univers. Tu vas retrouver la même construction scénaristique, c'est-à-dire que tu vas toujours avoir en début de chapitre un des personnages qui te parle de de sa relation avec un autre personnage. À chaque fois, tu vas retrouver, c'est un post-apo, tu as 2 pages où il te raconte le relationnel qu'il a vu avec Walter, ou avec cette Max, ou avec un autre personnage. Tu retrouves la même construction, puis ça part sur l'histoire au moment venu. Ok. Le truc que je conseillerais que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas relu avant les tomes 1 et 2. J'ai rien pipé. J'ai lu 1/3, j'ai fait putain, je comprends rien. Est-ce que les dessins d'Alvaro Martinez Bueno sont toujours incroyables, mais ils sont pas faciles. Non. Ils sont pas faciles du tout. Donc c'est peut-être intéressant de relire un petit peu ce qui s'est passé avant, pour bien se refiger qui est qui, quel personnage est qui, parce que Walter, on s'en souvient, mais les autres personnages de la maison au bord de l'eau, enfin du lac, moi je m'en souvenais pas spécialement. Il y a toujours ces trucs des symboles. Il y a toujours des symboles mystiques là où ça représente l'acteur, le machin, le truc, et tu les revois partout. Je sais plus ce que c'était, qui, pourquoi. Donc une petite préparation quand même
vaut mieux être en raccord avec ce qui s'est passé avant pour apprécier la suite. Ouais, et puis au niveau scénaristique, c'est à la fois similaire et différent, puisque tu as ces personnes qui ne se connaissaient pas avant, mais qui, on va dire qu'ils savaient ce qui allait se passer. Donc, Ouais. ils étaient au courant que l'apocalypse allait arriver, etc. Et donc, ils savaient très bien. Et en plus, voilà, c'est ça, ils s'y attendaient. Donc, ils n'ont rien dit à personne. Et en plus, ils peuvent, contrairement à la première maison, modifier tout ce qu'ils veulent dans leur environnement, etc. Donc, il y a une autre dynamique. C'est-à-dire modifier ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire des orages, ils peuvent se modifier, surtout eux-mêmes. Voilà. Et en fait, ils ont une télécommande universelle qui peuvent littéralement tout modifier, y compris eux, au niveau de leur âge, au niveau de leur physique, au niveau de leur intellect, ils pas mal de choses. Vidéo. Voilà. Et ils peuvent modifier aussi, voilà, le temps, de faire apparaître des objets. Enfin voilà, ils peuvent contrôler leur environnement, véritablement. Ils sont acteurs, alors que les autres étaient complètement passifs et dépendants de Walter. Genre, je pourrais avoir la télécommande et dire je veux que Megan Fox apparaisse devant moi. Pam. Alors, ils pas peuvent comme pas ça. Faire apparaître. Il a pas pensé à la bonne chose, alors le scénariste. Oui, mais c'est James. Pas ça y est, il appelle James maintenant. Mon petit James. Ouais, James. En tout cas, moi, j'ai eu du mal à m'intégrer au truc, mais il me tarde la suite. Clairement, là. Eh ben, je me suis fait chier. Mais à un point assez important, trop de dialogue. Là, je sais que j'aime bien quand il y a des explications. Bah ouais. Trop, c'est chiant. C'est chiant. Il y a que à un moment donné où ça bouge un peu, mais fermez vos gueules, quoi, putain. Les sentiments de tous ces personnages, il y en a trop déjà des persos. C'est les deux maisons qui sont mélangées. Au bout d'un moment, tu sais plus. Ça devient chiant. Ça devient chiant. Déjà les deux premiers, je crois que j'ai pas fini enfin si, au bout d'un moment, mais j'ai eu énormément de mal à finir le deuxième volume. Mais alors là, mon Dieu. Ça a été une torture de finir cet album. C'était long, j'en voyais pas la fin. J'ai sauté quelques dialogues, je vous le cache pas. Au bout d'un moment, c'est bon, ça va. On a compris, toi t'es la relou. On a compris, toi t'es le beau gosse. On a compris, t'es le machin. Ok, toi t'es l'enculé. On a compris. Allez, avance. Putain, je crois que je commence à adorer ce Benoît qui rentre d'Écosse et qui est vénère. Putain, c'est impressionnant. Je me vois en lui, je suis tellement heureux. Il grandit tellement vite. Oh là là, je l'ai connu tout petit et ça y est, il a son petit caractère là. Je suis tellement content. Et Denis, je pense que tu vas te faire chier en lisant ça. Mais vraiment, je suis même pas sûr que tu arrives à la moitié du bouquin. Ça dépend comment tu as pris le démarrage. C'est vrai que c'est un peu plus verbeux, il faut se remettre dans... T'as toujours... Non, moi, des trucs qui m'emmerdent, par contre, c'est quand ils font des intermèdes avec des échanges par mail. Ça, par contre, moi, j'ai toujours trouvé ça chiant. Ouais. Mais après, non, mais c'est une étude humaine. Plus qu'autre chose, il va étudier que du relationnel, donc c'est une étude sociologique, pratiquement. Donc... Ouais, mais après, tu as la façon de le faire, tu vois. Tu prends du Walking Dead, ce qu'on disait, enfin du Kirkman. Oui. Il arrive à en faire tout en ayant de l'action, machin. Mais là, il n'y a rien qui se passe, quoi. C'est mou à mort. Juste, oui, c'est un peu long. Mais je trouve que, là, vu comme se termine ce tome 3, enfin, tome 1, cycle 2, ouais, tome 3, oui. Ça ouvre quand même une grosse perspective et un bon clip, enfin, pas un cliffhanger, mais une sacrée évolution de l'histoire. Et moi, je vais continuer parce que j'aime vraiment beaucoup cette série. Tu veux dire que dans le 4e épisode, on peut peut-être avoir un peu d'action? Ouais. Ouais, après, c'est pas le but de la série non plus. C'est pas une série d'action. C'est pas de se faire chier non plus, hein. Non, mais je sais pas, c'est du relationnel, du comment t'es posé. C'est dans le 1, il y avait quand même pas mal de... C'est pas de l'action, mais c'est des choix portés par le groupe. Ben là, on va se retrouver dans les mêmes choses. Quels choix vont être faits par des groupes qui sont totalement différents? Benoît, je commence à m'inquiéter pour Red. Je sais pas ce qu'il arrive, mais il a aimé Spec Graph, il aime ça. Dès que c'est verbeux, dès que c'est chiant, en fait, il aime bien. Je crois qu'il prend des antidépresseurs, le mec, et il voit toute la vie en rose. Même pas, je devrais peut-être.
Mais ouais, non, pour moi, t'as mis des images. Ah oui, t'as mis des images. Bah, oui. C'est sûr que c'est bon. Non, après c'est beau. Tu peux pas enlever le truc, mais c'est vrai que c'est pas le dessinateur où tu te dis il va y avoir de l'action, quoi. C'est très posé à chaque fois. Il irait très bien, tu sais qui? Il irait très bien avec Tom King en termes de scénar. Ouais, mais ça te fait pas penser un peu à du Alex Ross, là, quand même, la page de gauche? Si, complètement. Sur certaines pages, c'est complètement ça. Mais d'autres, c'est un peu plus flou. Enfin, je pense qu'il est très bon en cover, mais effectivement, peut-être en intérieur, c'est un peu trop figé, ouais. Ah, il y a un peu de ça, hein. Ça fait très très peinture. Et là, laissez-moi deviner, la Max, c'est la meuf en haut à gauche avec les lunettes. Oui, évidemment. Du coup, elle a les mêmes lunettes que Walter. Ah oui. C'est un peu l'idée. Donc il y a un truc avec les yeux, c'est sûr. Je sais plus. Peut-être. Non, mais rappelle-toi, Walter, on voit jamais ses yeux. Oui. Oui, mais je sais plus pourquoi s'il les enlève, c'est là. Je sais plus. Il faudrait que je le relise, quoi. Ou alors c'est une race de lapin myxomatose. Bah oui, c'est ça. Ouais, non, je pense qu'il y a un truc avec les yeux dont on entendra parler peut-être un jour. Ouais, bon, voilà, c'est un peu plus mitigé sur celui-là. Et à vous de nous dire ce que vous en pensez. Vous en pensez? Je vais éviter de muer en plein milieu. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un battage médiatique autour de ce bouquin parce que le tome 1 avait fait des records de vente absolus et que là, ils en mettent des couches et des couches en disant que c'est génial et ils font venir les auteurs une tournée de dédicaces de 8 bouquins, sauf dans le Grand Est. Mais voilà, ils mettent les moyens et tout le monde en parle. Et c'est un peu trop la hype pour que ça m'intéresse. Parce que j'ai peur d'être déçu. C'est le problème de ça, quoi. Ouais, ça, c'est toujours le problème. Et il y a une telle attente, quand tu as un gros succès sur le tome 1 et 2, bah forcément, la suite, qu'est-ce que ça va donner, quoi. Mais moi, je valide quand même. Je valide. Je suis très mitigé. Bah, tu nous diras, non, il faut qu'il y ait le 4. Ouais. Il faut qu'il y ait le 4 et il faut qu'il veuille plutôt bien sortir un intégral. Veuille bien. Oui, regarde, dans mon pays, on dit Volt. Veuille bien. Bon, on met des T partout. Ouais. Qu'il le sorte en noir et blanc, en intégral. Ça serait bien, voilà. Ok. Et ben voilà pour cet épisode spécial lecture imposée et grosse sortie du moment. C'est ça. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé et on n'hésite pas non plus à liker, à partager, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On ne sait pas encore quoi, vous verrez bien. Voilà. Est-ce que vous savez quelle est la boisson préférée de Thanos? Merde, j'ai loupé ma blague. Bah oui, c'est le thé. Je suis nul. Oh là là. Et sur cette vanne foireuse que nous quittons. Salut. Oh là là. C'est nul. Non, c'était pas ça.